On vient parler vélo, on vient parler cyclisme. Le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Il n'y a toujours pas de jingle au bout du 330e épisode. Je pense qu'il n'y aura jamais de jingle dans le coup tordu. On est là pour parler vélo, on est là pour parler cyclisme. Le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Il y a des interviews, il y a des previews. Le coup tordu, c'est 365 jours par an, mais on est là aussi en plein hiver, même quand il n'y a pas de course, et bien évidemment, on est là en plein Tour de France, et je vous retrouve en solo pour l'analyse de la 11e étape du Tour de France qui va amener les coureurs du côté de Toulouse. Je vais faire un big up à la Thib, Thibaut qui a bien charbonné aujourd'hui, vous l'avez entendu dans sa déraille, il a fait un space également avec la soquette légère. Sa preview également de l'étape à mater sur le site Vélo Futé, puis Enzo aussi, Enzo qui charbonne avec son petit garçon qui est né il y a quelques jours, qui vient d'arriver à la maison, et il vous lâche toujours ses previews sur son site Analyste Phoenix. Et puis moi de mon côté, je savais pas si j'allais faire un épisode aujourd'hui. Alors, la petite intervention chirurgicale ce matin, voilà, c'était quasiment que dalle, c'était de l'ambulatoire. J'ai dormi un petit coup et je suis ressorti derrière, et donc en pleine forme pour l'analyse de cette nouvelle étape du Tour de France entre Toulouse et Toulouse. On va parler actualité vélo, et puis on parle un petit peu betting aussi dans le coup tordu, même si pour moi dans le coup tordu on est avant tout un podcast de cyclisme avant d'être un podcast de betting, mais vu qu'on essaye un petit peu de se projeter sur l'avant pour savoir ce qui va se passer, pour chercher à savoir qui sera le vainqueur, forcément ça rejoint un petit peu soit le monde du fantasy, soit le monde des paris sportifs. Donc, je rappelle pour tout le monde que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer avec excès comporte des risques, qu'il est extrêmement compliqué de battre les bookmakers. Vous allez en avoir un petit peu la preuve avec l'histoire que je vais vous raconter pour attaquer le podcast, et que pour moi la clé reste de faire du management de bankroll, c'est-à-dire de pas faire n'importe quoi et d'avoir un budget hyper rigoureux. Alors pour ceux qui sont pas sur Twitter, vous n'êtes peut-être pas au courant de cette histoire, je vais vous la raconter. Un certain AMR Prono, voilà, que je connais pas personnellement, j'ai peut-être vu quelques tweets de lui passer, et donc là ça va vous rappeler un épisode qu'on avait enregistré avec Thibaut et un certain François qui a travaillé chez deux gros bookmakers français pendant une dizaine d'années, il a été trader en paris sportif. Cet épisode est d'ailleurs toujours le deuxième épisode le plus écouté de l'histoire du coup tordu. Alors ceux qui nous écoutent sur YouTube, vous l'avez pas sur YouTube, faut vraiment aller le chercher sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify. On l'avait enregistré au mois de novembre en 2024, et on parlait très souvent des erreurs de cotation, et donc François nous avait raconté qu'un jour il avait coté je sais plus à 60 un coureur c'était sur les championnats du monde de les Jeux Olympiques, voilà, en piste, il avait coté à 60 un mec qui valait 3, donc voilà, il avait fait une erreur de cote. Bon, voilà, ça lui arrivait jamais, c'était un bon élément. Le bookmaker dans lequel il travaille avait payé, quelques-uns avaient trouvé la faille, voilà, ils avaient bénéficié de ce qui s'appelle une erreur de cote. Alors là, donc, on va parler de AMRCR Prono. Vous pouvez le trouver sur X, sur Twitter. Il a 602 abonnés. Et le camarade, qu'est-ce qu'il fait ? Il parie, c'était sur l'étape de samedi. Voilà, l'étape qui s'est terminée au sprint avec la victoire de Jonathan Milan. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une cote live. C'était sur l'étape de dimanche. Voilà, sur l'étape de dimanche, celle qui a été remportée par Tim Merlier. Et donc, qu'est-ce qu'il voit ? Cote live, il voit une cote à 4000 pour Cadem Groves top 10. 4000 pour Cadem Grove top 10. Alors habituellement je cite jamais les bookmakers, mais là je vais citer le bookmaker parce que c'est de l'information. Le bookmaker, c'est Betclic. Bon, qu'est-ce qu'il fait ? Il met 10 €, l'ami AMSR Prono, il met 10 €, et Cadem Groves termine 10e. Donc là, vous allez me dire, good game, D'ailleurs, Thibaut m'avait envoyé l'erreur en message privé. Je me dis, bravo, voilà, parce que 10 fois 4000, 40 000 € qui tombent chez le copain AMSR Prono, et l'erreur de cotation fait partie du jeu. Voilà, ça arrive de temps en temps, c'est extrêmement rare. En live, il faut bien les surveiller. Peut-être que dans l'avenir, avec les IA, ça sera un petit peu compliqué d'aller dans ce genre de faille. Mais voilà, vous savez ce que je vais vous dire. Betclic refuse pour l'instant de payer l'ami AMSR Prono. Donc, il y a déjà eu des précédents dans l'histoire. Il y a déjà eu plusieurs histoires de jurisprudence. À chaque fois, le parieur a obtenu gain de cause. Moi, je pense, ami de Betclic, déjà, vu la somme engagée, je pense que... je pense qu'il est de bon ton et je pense qu'il est de bon sens, ami de Betclic, de payer le camarade. Voilà, tout simplement. Ça va faire de la paperasse.
ça va faire une affaire un peu compliquée, vous allez perdre du temps, il va perdre du temps, on va mal parler de vous sur les réseaux, dans les podcasts, c'est pas le but, moi en plus je vous aime bien, voilà, je vous aime bien, et j'espère qu'un truc, voilà, c'est que le bon sens prévaudra, et que demain, en enregistrant le podcast de la 12e étape du Tour de France, je pourrais dire, bah voilà, Betclic, ils ont payé le copain à MSR Prono, c'est des gens bien, c'est des gens super. Voilà, il y a eu un petit malentendu, erreur de code, pas erreur de code. Le trader était peut-être fatigué. Voilà, c'est aussi un métier. Enfin, c'est un métier. Oui, il y a plein de métiers compliqués, mais bon, c'est un métier où on est sous pression. J'imagine. Donc voilà. Donc il a fait une erreur. C'est pas grave. Ça va pas vous faire un gros trou dans la raquette. C'est pas un souci. Moi, je suis pas inquiet pour vous. Et j'espère que demain on pourra dire voilà, Betclic, c'est des gens réglo, c'est des gens bien. Et l'ami AMSR Prono a touché ses 40 000 euros. Et d'ailleurs, François nous le disait dans l'épisode où on l'avait vu, François qui a travaillé chez 2 bookmakers très célèbres, peut-être même le bookmaker dont on est en train de parler. Peut-être, je ne sais pas. Bon, voilà, il nous disait que quand ça vous arrive, n'hésitez pas à en parler, à faire du buzz sur les réseaux, véritablement à insister, parce que voilà, on n'aime pas, voilà, chez les bookmakers, on n'aime pas trop le foin et on n'est pas complètement, on n'est pas hermétique à tout ça. Donc voilà, si jamais ça vous arrive, voilà, des fois c'est arbitraire, des fois on est dans les règlements, des fois c'est un peu compliqué, mais quand c'est manifeste comme ça, vraiment quand l'erreur est manifeste, n'hésitez pas à me la donner quel que soit le bookmaker, et c'est pour ça que dans le coup tordu, on ne fera jamais aucun partenariat avec aucun bookmaker. Imaginez par exemple qu'on a eu un partenariat avec Betclic sur le Tour de France. Betclic nous file, voilà, je sais pas, une connerie, 500 balles, et puis un petit pourcentage chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passerait par notre code de parrainage. Bah, qu'est-ce qui se passe ? On peut pas arriver et sortir cette histoire-là. On peut pas taper sur la main qui vous nourrit. C'est pas possible. Donc voilà. Donc c'est aussi l'une des raison pour laquelle on tient absolument à garder une indépendance vis-à-vis des bookmakers. Et encore une fois, j'espère vraiment que cette histoire va s'arranger dans les heures qui viennent, parce que voilà, c'est juste du bon sens et c'est juste dans l'intérêt de tout le monde. On passe au vélo, hein. L'actualité, dans l'actualité, vous voyez Emmanuel Hubert absolument partout, qui est en train de sauver son équipe Arkea BNB. Alors, je vous avoue que je suis surpris, mais je suis agréablement surpris. Je vais pas vous dire que j'avais la sensation qu'il avait baissé les bras, mais presque. Mais c'est peut-être moi qui me trompe, parce que son mode de communication est pas le mode de communication habituel des managers qui se retrouvent dans cette situation. C'est vrai qu'habituellement, on voit plutôt des mecs brailler, tirer des sonnettes d'alarme, et chacun se bat avec ses armes. C'est absolument pas une critique. Quand vous avez la pression d'une structure de 100 salariés, moi je serais complètement incapable de le faire, et que vous savez que cette structure peut potentiellement fermer, bah vous avez la pression. Et lui, je trouve, et c'est vraiment un point fort, je trouve qu'il gère l'histoire très calmement, il est posé, il va dans les médias, il fait presque comprendre à des sponsors, à des futurs annonceurs, bah écoutez les gars, moi j'ai ça, voilà, j'ai une équipe de jeunes qui va bien, vous signez avec moi, vous allez faire le Tour de France, même si je descends en Pro Team, vous allez faire le Tour de France, c'est comme vous voulez. Voilà, mais le vélo, c'est porteur. Donc moi, je trouve que son angle de communication est vraiment très très intéressant, parce que ça donne envie. Voilà, on se dit pas le mec est aux abois, je pense qu'il doit avoir la pression évidemment, il y a des salariés, nous on voit les coureurs, mais il y a aussi le staff, les mécanos, il y a des gens qui ont des familles à nourrir. Donc je pense que ça doit pas être simple à gérer pour Emmanuel Hubert, comme pour n'importe quel manager qui se retrouve. Maintenant, de mon point de vue, visiblement, il demandait aux alentours de 20 millions d'euros l'année prochaine pour être compétitif, équipe féminine comprise, je dis bien équipe féminine comprise, avec la quasi-garantie de participer au prochain Tour de France. Je trouve que 20 millions, c'est un free bet. N'est-ce pas, Thibaut ? Ah. Eh bah, Thibaut vient d'arriver dans le podcast. Oh, le micro, il est mute. Ouais, alors, les auditeurs du podcast, Thibaut m'entendaient, mais toi, tu ne m'entendais pas dans le Discord. Donc voilà. Ça va, mon Thibaut ? Ça vient pas de l'heure, moi, j'arrive là, comme ça, comme une fleur. Eh bah oui, tu fais le tour des podcasts, un petit peu comme certains font la tournée des bistrots. T'as fait la soquette légère, le space. La soquette légère, et puis ça déraille. À midi. Et puis voilà, la grande tour. Judiciairement. Et au vu de la jurisprudence, je sais très bien dans quel côté ça va, la pièce va retomber. Donc bon. Mais ouais, c'est un peu antiquinant. Belle erreur, soit dit en passant, mais bon, on rappelle aux bookmakers que
étant professionnels et considérés par la jurisprudence comme tels, ils doivent se prémunir de toute erreur. Et à partir du moment où il y a acceptation du pari, il y a conclusion du contrat. Donc libre à eux. D'ailleurs, ils se sont prémunis de cette erreur puisqu'ils avouent eux-mêmes qu'au bout de 37 secondes, ils ont changé la cote. Donc c'est bien qu'ils ont reconnu qu'ils ont fait une erreur et que l'erreur est de leur part. Ah oui, puis à chaque fois que ça va devant un tribunal, à chaque fois le joueur est gagnant. Donc voilà, donc pour gagner du temps, voilà, ce que je disais tout à l'heure, même ton chat est d'accord, Thibaut, pour gagner du temps. Voilà. C'est surtout que tu gagnes, honnêtement, tu gagnes du temps et t'évites d'écorner un peu ton image. En plus. Donc, ce que je disais, voilà, j'espère que demain dans le podcast, on pourra dire à nos amis de voilà, on pourra dire du bien de nos amis de BetClick. Finalement, c'était un malentendu et que chez BetClick, il y a des gens de bon sens et que le copain a été payé. Thibaut. Bon, tu t'es exprimé en long, en large et en travers sur le fameux plan de la Visma. D'ailleurs, c'est marrant, il y avait eu un documentaire la première année où Vingegaard avait terminé deuxième du Tour de France. Excellent documentaire qui est présent encore sur YouTube qui s'appelait Plan B parce que Roglic était le leader à l'époque et Vingegaard l'avait un petit peu, on va dire, suppléé au pied levé et avait terminé deuxième du Tour de France. Pas la surprise générale, mais presque. Personne le voyait vraiment à ce niveau-là. Moi, j'ai envie de te poser la question, Thibaut. Est-ce que le plan de la Visma, ça serait tout simplement, il n'y a pas de plan? Je sais pas. Je sais pas. J'ai toujours pas compris. Tu vois, il y a deux choses dans le monde qui sont incompréhensibles. Les femmes. Je ne comprends pas les femmes. Personne ne comprend les femmes. Même les femmes ne se comprennent pas entre elles. Et le plan Visma d'hier, j'ai pas compris. Et je cherche encore à comprendre. Il y avait absolument pas de logique. Peut-être oui. Peut-être qu'au final le plan c'est pas de plan, mais c'est un plan totalement débile de ne pas avoir de plan. Moi, je vais te dire, je pense que le plan, c'est pas de plan. Donc, ils disent qu'ils ont un plan pour essayer de mettre un petit peu la pression aux UAE et autour. Attends. Quelle pression? Et non, je pense que ça fout un petit peu la pression aux équipiers, pas à Poggi parce qu'il est vraiment hermétique à tout. Mais moi, je pense que le plan, il est extrêmement simple. On sait que de base, Poggi, c'est de base. Je parle de base, pas aujourd'hui. Mais de base, Poggi, c'est un puncher. De base, quand on le voit arriver des jeunes, il est fort sur les efforts entre 5 et 15 minutes sur ses premières années. On sait qu'à l'inverse, Jonas, c'est un grimpeur long, ce qui est extrêmement rare d'ailleurs pour un Européen, parce que quand il était jeune, son truc, c'est dès qu'il avait à 5 minutes avec ses parents, c'était d'aller dans les Alpes et de faire d'école. Donc, alors évidemment, Jonas a travaillé son punch et Poggi a travaillé ses montées longues et ses montées en altitude. Mais moi, je pense que Jonas, dans sa tête, et vu qu'il a déjà pris 7 minutes à Poggi une année sur le col de la Lose, je pense que dans sa tête, il se dit que l'endroit où vraiment il peut peut-être le tréfler, où il a peut-être une chance à la pédale, moi je pense que c'est une erreur, mais c'est peut-être l'endroit où il a le plus de chance, c'est sur le col de la Lose, on va dire sur une ascension longue. Il lui a mis 7 minutes, le mec il était en perdition. Il était en perdition. Le jour où Tadej Pogačar aura un jour sans, il nous l'a prouvé, c'est des jours sans, il peut prendre 7 minutes. C'est des jours sans, il veut prendre 3 minutes, comme c'est des jours sans où il peut prendre une hippo et finir au sprint deuxième derrière lui. Oui. Donc la part de risque elle est énorme, d'autant plus que jusqu'à présent c'est Jonas Vingegaard qu'on a vu ne pas avoir de jour sans. Tadej Pogačar avant les confrontations avec Jonas Vingegaard et ses Tours de France qu'il a gagné, il n'a pas eu de jour sans. Donc il n'en aura pas toujours. Faut bien se le dire. Moi, oui, non, ça je suis d'accord. Non, mais je maintiens que Poggi va le tréfler, et même voilà, faire n'importe quel plan, c'est le plus fort. Mais moi, je pense, et c'est instinctivement ce qu'on pouvait se dire à la lecture du parcours quand il est arrivé au mois d'octobre l'année dernière, c'est que finalement se dire que la première partie du parcours jusqu'aux Pyrénées était tracée pour Pogačar, la deuxième partie dans les Alpes était un peu plus favorable à Jonas. Donc, à mon avis, pour moi, je pense que la stratégie va être d'être le plus près possible avant l'étape du col de la Lose et essayer de retourner le tour et de faire all-in sur cette étape. Ça marchera pas, mais je pense qu'en fait, le plan, ils disent qu'ils ont un plan ultra méga stratégique à 3, 4, 5, 6 bandes. Je pense que le plan, c'est un truc basique, ascension longue. On va essayer de le taper à ce moment-là et essayer de pas être trop loin d'ici là. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il était contrarié après le contre-la-montre parce qu'il s'attendait pas à perdre autant. Il va se prendre une branlée. Enfin, si l'écart est le même qu'au Dauphiné, pour le moment, il y a absolument rien qui m'a prouvé que le step-up de Jonas Vingegaard était suffisant
pour ne pas se prendre de branlée en montagne. Pour le moment, il a été dans le même registre qu'au Dauphiné, c'est-à-dire qu'il le tient sur les arrivées et sur les efforts punchy. On n'a pas eu d'efforts longs, donc attention. Ah oui, ça, je suis totalement d'accord avec toi, Thibaut. Et puisque t'es là, voilà, je voulais te poser la question. C'est un sujet que je n'aurais pas abordé tout seul. Ben Illy, alors Ben Illy, c'est pas un lapin de 3 semaines. Hein, ça fait quand même un petit moment qu'on le voit arriver et qu'on le suit. Ça fait 2-3 saisons qu'on le voit monter petit à petit. Notamment, pour moi, son Amstel 2024 où il fait pas jeu égal avec Poggi, mais il le pousse quand même un petit peu dans ses retranchements. Donc, on sait que c'est un coureur atypique qui est capable de faire d'énormes exploits. Les perfs physiques qui montent depuis le début de ce tour sont, de mon point de vue, littéralement monstrueuses. Est-ce qu'on serait pas petit à petit, Thibaut, en train d'assister, et attention, je vais aller très loin, à l'éclosion d'un nouveau fantastique? N'abuse pas. Alors, N'abuse pas. Faut pas être sur on va dire sur la culture de l'instant, toujours avoir un petit peu de recul, mais quand même, c'est les performances physiques sur l'étape qu'il a remportée, plus la manière dont il a été chercher le maillot jaune en disant à un moment donné, les gars, vous me cassez les couilles, je vais rouler 20 bornes tout seul, et après 10 jours de course, et puis en plus il arrive à faire deuxième de l'étape, et même un mec comme O'Connor qui n'en avait pas admis une depuis 20 km, il arrive encore à l'épailler dans le final. Il est monstrueux. Ouais, après, on sait que Ben O'Connor a été diminué avec son genou, mais oui, et il a un réservoir phénoménal. Après, lui, là, on fait un fantastique, n'abusons pas, Vincent. Un fantastique, ça écrase la concurrence et ça s'écrase entre eux, tu vois, ça se renvoie des balles. Le jour où il battra un Tadej Pogacar sur son terrain, qui battra un Mathieu Van Der Poel sur son terrain, pour le moment, il nous a prouvé surtout que c'était un tueur en échappée. Est-ce que tu penses pas que le maillot jaune aidant, et j'ai un peu l'impression qu'il est en train de se découvrir aussi des capacités, des ressources qu'il n'imaginait peut-être pas forcément, est-ce qu'il est pas parti pour nous faire une loulou 2019? Jamais d'avis. Il va se prendre une branlée en montagne. Le retour à la réalité va faire mal, mais ça paraît évident. Il n'a pas le niveau pour confronter les autres. Enfin, déjà, les meilleurs grimpeurs du monde boxent dans une autre catégorie, une catégorie en dessous des deux monstres. Et encore, parmi les deux monstres, potentiellement, on peut mettre une hiérarchie entre les deux. Non, ils boxent dans une autre catégorie, et la catégorie, elle est inférieure. Alors, il est plutôt puncher, il est très bon sur les efforts, sur les courses longues. Hein, on le voit souvent performant sur des formats de plus de 230-240 km. C'est un dur au mal. Il a une manière de courir qui est totalement atypique parce qu'il aime décanter les courses de loin. Qu'est-ce qui fait que son rapport poids-puissance fait peut-être qu'il faudrait qu'il le travaille, mais pourquoi il pourrait pas être performant en haute montagne? Il a toutes les caractéristiques. Il est léger, faut juste qu'il travaille ça maintenant. C'est un énorme gazier surtout. Et c'est là où ses qualités priment, c'est qu'il est tout terrain et il a une capacité de rouleur qui est assez phénoménale. Parce qu'en plus, il est pas mauvais en contre-la-montre aussi. Hein. C'est malgré son. Oui, c'est là sa grande force en fait. C'est que tu sais très bien que ça fait partie des coureurs qui sont bons dans l'effort individuel, donc tu peux pas les laisser prendre 5 secondes. Si tu les laisses prendre 5 secondes, derrière, c'est toujours la même problématique, c'est le syndrome du groupe 2, ça se regarde, ça compte ses coups de pédale, sauf que lui, il compte pas ses coups de pédale, et puis tu le vois, hein, sa manière de rouler, hein, c'est un mec qui appuie et jusqu'au bout. Ok, en tout cas, on suivra les aventures de Ben Illy. Thibaut, écoute, on va aller sur la preview de la 11e étape entre Toulouse et Toulouse. T'as fait une magnifique preview sur Vélo Futé, comme Enzo en a fait une sur The Big Gear. Et voilà, je te laisse redonner un petit peu le parcours et les clés de cette 11e étape. Le parcours, c'est un parcours qui offre 50 points en vainqueur avec une bosse très punchy, la côte de pêche à la fin. Parcours très ouvert en fait parce que tu te dis que c'est ouvert aux échappées comme quelle équipe peut aller contrôler et quelle équipe va contrôler, et c'est là où c'est assez illisible parce que en fait bien malin est celui au départ de cette étape là sans interview d'ailleurs qui pourra dire
le scénario du jour, parce que honnêtement, enfin, ça peut très bien être un break day si certaines équipes en décident, comme ça peut être une journée qui va se décider dans le peloton avec un mix entre puncher sprinter et leader du classement général. Totalement, mais moi c'est ce que j'adore, hein, ce genre d'étape où il faut décortiquer, où vraiment on ne sait absolument pas ce qui peut se passer. Alors il y a Benoît tout à l'heure qui me parlait d'une étape, il me disait qu'en 2024, Jonathan Milan avait réussi à passer une étape quasi similaire qu'il avait gagnée sur le Giro. Ça te dit quelque chose ? L'année dernière. Ouais, 2024. Alors c'est vrai que Milan volait sur le... Alors, Milan, attention, hein, quand il est chaud, il passe bien les petits pourcentages. Une étape comme ça. Ouais, alors ouais, si, ouais, je vois de quoi il parle. Ouais. Mais c'est l'étape d'Andorra, c'était la 4e étape du Giro, mais le talus final avait rien à voir, quoi. On avait 2 km à 4,4% de moyenne. Et mais c'est l'étape avec le Cabo Bélé. Non, c'est pas comparable du tout. Non, c'est pas comparable. Non, et puis en plus t'arrives en descente pleine balle, le Capo Mêlé, c'est pas la difficulté la plus difficile, et on le voit sur Milan-San Remo. Non, c'est pas comparable. Non, c'est pas, on est d'accord. C'est pas comparable. Alors Thibaut, donc voilà, tout ça fait qu'on peut avoir un truc qui est quand même assez compliqué à envisager. Pour toi, très souvent on l'a vu, hein, par exemple sur l'étape, c'était sur l'étape qui a été celle qui avait été remportée par Benili d'ailleurs. On avait vu que la clé du game véritablement c'était Mathieu Van Der Poel. On s'était dit si Van Der Poel reste dans le peloton, on va avoir un GC Day, et si Mathieu Van Der Poel décide de prendre l'échappée, ça va être un spot échappé, un spot break day. Pour toi sur cette étape un petit peu, quel est le coureur ou quelle est l'équipe qui a la clé du jeu? C'est Alpecin. Est-ce que Alpecin va contrôler pour Mathieu Van Der Poel et le favoriser dans le final, ou est-ce qu'ils vont l'autoriser à aller en échapper? À mon sens, leur plus grand intérêt, c'est de miser sur un peloton groupé, parce que Mathieu Van Der Poel, on sait que devant, ça va être tous contre lui et qu'il va falloir qu'il couvre pas mal d'attaques. Donc dans le final, en fait, pour Mathieu Van Der Poel, ce serait en échapper, et la meilleure défense, c'est l'attaque. Honnêtement, moi je vois plutôt les Alpecin essayer de contrôler, et s'ils essayent de contrôler, c'est pareil, un coureur comme Bini, tu vois, il va vouloir essayer de la gagner, il a une équipe assez diminuée, donc ça peut être intéressant pour eux d'aider. Bini n'est pas non plus assuré d'être devant malgré sa condition. Et puis il y a l'interrogation, est-ce que les Visma mettent leurs mains à la pâte pour Wout van Aert en ayant un peu revu et changé leur fusil d'épaule? Est-ce que les Lidl aussi ont une part dans ce scénario, parce qu'on sait l'intérêt pour Jonathan Milan, c'est quand même d'aller marquer des points. Dans le peloton, ce sera difficile pour eux. Mais en fait, eux peuvent avoir la clé du scénario en se disant que faut essayer de placer Jonathan Milan, et que dans les premiers kilomètres, les 25 premiers, ce sera difficile de sortir. Après, il y aura une bosse, et dans cette bosse, Milan peut un peu reculer. Et s'il n'est pas dans l'échappée, son équipe peut rouler longtemps pour maintenir un petit écart avec le groupe de fuyards, et ça peut mettre en fait du temps à sortir, et au final être contrôlé assez rapidement par d'autres équipes qui viendraient mettre la main à la pâte, favoriserait une arrivée un peu groupée. Mais dans tous les cas, dans ces deux scénarios-là, il y a quand même un nom qui ressort. Alors, avant que tu nous donnes le nom qui ressort, Thibaut, tu es en train de nous dire que les Lidl pourraient contrôler la course pour le sprint intermédiaire du 97e kilomètre. Exactement. C'est là où ils ont de l'intérêt. Faut absolument que Milan il essaye d'y inscrire des points, et puis après, dans leur intérêt quand même, c'est que l'échappée se dispute les points, ou au moins qu'il y ait une arrivée groupée. Sans que Tadej Pogačar aille contester la victoire d'étape, parce qu'il y a quand même de gros points, il faudrait pas le remettre dans le jeu, mais faut d'abord et avant tout aller chercher les points du sprint intermédiaire que lui, le Slovène, ne disputera pas. Est-ce que donc du coup, est-ce que ça pourrait pas se jouer en échappée, mais un deuxième groupe après l'échappée matinale qui sortirait après ce sprint intermédiaire? Non, parce qu'après ce sera beaucoup trop proche de l'arrivée. T'auras des équipes qui seront fortes, type Alpecin, qui pourront contrôler, maintenir, et dans le final, dans ces deux bosses finales, le rythme va s'accélérer, notamment avant
Vieille Toulouse, puisque Vieille Toulouse c'est quand même assez sélectif, ça peut faire un premier écrémage et on voudrait être placé avant cette descente, descente qui n'a pas forcément été refaite, un revêtement mauvais, on va avoir enlevé les dodanes qui sont amovibles, mais il y a des terre-pleins qui, selon les locaux, et ils m'ont répondu hier, n'avaient pas encore été refaits. J'ai du mal à croire qu'ils soient refaits en une journée et qu'ils soient enlevés, bitumés. Donc ça reste une position qui est dangereuse, et puis enfin, t'as ce pied de la côte de Pêche David, tu prends avec un angle droit et direct d'entrée de jeu, t'es arrêté par des pourcentages à 2 chiffres. Donc, toutes les équipes voudront être placées en tête de ce virage à droite. Donc, le rythme va être fortement élevé. Est-ce que t'es sûr vraiment sur ce scénario après le sprint intermédiaire? Parce que je vois à partir du 111e kilomètre la côte de Montgiscard, ça monte, ça descend jusqu'à la côte de Pêche David. Ouais, mais c'est incontrôlable. C'est du pipi de chat, c'est pas grand chose, c'est beaucoup plus facile de contrôler et de juguler des attaques. D'accord, donc jusqu'à la côte de Vieille Toulouse, ça paraît contrôlable. Ça paraît difficile, même s'il y a une échappée en fait. Dans cette échappée, ça semble assez malvenu, on va dire, de tenter un move là-dedans. Ceux qui tenteront, ce sera plus des rouleurs un peu désespérés, qui ont peu d'espoir de passer en tête la côte de Pêche David, notamment face à des coureurs. Et si ça doit jouer en échappée, on se doute qu'il y aura la présence de Mathieu Van Der Poel, face à Mathieu Van Der Poel, qui a un terrain explosif à sa mesure, quoi. D'autres coureurs, par exemple, qui peuvent cocher cette étape, un mec comme Romain Grégoire. Cette étape, pour moi, il y a marqué Romain Grégoire. En plus, il a l'équipe qui est taillée pour. On n'a pas Pache qui est à domicile. C'est des groupes qu'il connaît par cœur. Il n'y a pas de classement général, bon, à part Guillaume Martin, mais on connaît. Hein, ils vont pas lui mettre une équipe autour de lui. Toi, t'es le boss de la Groupama. T'es Philippe Maudoui au matin de l'étape. Tu lui dis de tenter le GC Day ou de tenter l'échappée? Parce que Romain Grégoire, il peut jouer les deux. Ouais. Est-ce que tu as lu mon brief des Ineos Grenadiers? J'ai tout regardé ta preview, j'ai pas regardé le brief des Ineos Grenadiers. Tu as fait le brief pour Axel Laurence. Exactement, et je lui donnerai le même conseil qu'Axel Laurence, et en fait c'était le même conseil que Kevin Vauquelin pour l'étape de Virée. T'as qu'un seul coureur à marquer, et tu sauras le destin de cette étape en le marquant. C'est Mathieu Van Der Poel. Si Mathieu Van Der Poel est à l'attaque, ça veut dire que son équipe ne voudra pas maîtriser. Et Mathieu Van Der Poel se retrouvera forcément à l'avant. Tu marques Mathieu Van Der Poel. Il n'y a qu'un seul coureur à marquer. Et c'est lui qui va te donner la clé du scénario de cette étape. Si ça se joue devant ou si ça se joue derrière. Tu marques Mathieu Van Der Poel. Si Mathieu Van Der Poel sort, tu sautes dessus. Tu ne le lâches pas d'une basque. Et tu penses vraiment qu'il va pas nous refaire, parce qu'on connaît son caractère offensif, t'es sûr et certain qu'il va pas nous tenter la matinale, Mathieu Van Der Poel? Je suis pas sûr. Honnêtement, je pense que son équipe a beaucoup plus d'intérêt à contrôler. La côte de Pêche David, honnêtement, il peut faire la sélection derrière, et il a beaucoup moins de chances de se faire piéger. Il sera placé, et honnêtement, il restera qui dans le peloton qui peut lui faire la nique? Pas grand monde. Donc non, il a tout intérêt. Honnêtement, pour moi, les Alpecin doivent contrôler. Parce que ce sera plus simple pour eux. Hein. Parce que si ça part dans Pêche David, ça peut finir à 4, comme on a vu sur la première étape du Dauphiné. Van Der Poel, Evenepoel, Evenepoel, je sais pas si, non, je crois qu'il était pas, je sais plus. Vingegaard et Tadej. L'histoire, elle peut finir comme ça. Hein. Exactement, ça peut finir comme ça, et comme ça peut finir comme sur l'étape de Rouen, où dans Pêche David, si t'arrives placé, t'as déjà un gros rythme des Visma Lease the Bike, et puis potentiellement une attaque de Tadej Pogačar, s'il doit s'isoler, il s'isolera pas avec beaucoup de monde. Au maximum, c'est un duo avec Vingegaard, mais tu sais très bien qu'ils vont se regarder, que tu vas retourner de l'arrière et que tu basculeras forcément pas loin d'eux. Donc il y a 8 kilomètres pour rentrer, ça peut le faire, et ça peut le faire très largement. Donc pour moi, il n'y a pas de grand risque à miser ça. C'est vrai qu'en plus, avec tous les efforts que Mathieu a consentis depuis le départ,
En plus, on dit très souvent que le principe de la folie humaine, c'est de vouloir reproduire les mêmes schémas et espérer des résultats différents. On a vu sur l'étape qui a été remportée par Ben Hill, qu'en échappée, effectivement, il se faisait un peu épailler. C'était compliqué. Il a fait énormément d'efforts. Je pense que le tour est encore long. Là où je vais dans ton sens, c'est qu'il a peut-être intérêt à essayer de réduire, entre guillemets, son effort sur un effort de 10 à 15 minutes. Donc, si on a une association Alpecin-Lidl pour contrôler la course, en plus, Thibaut Nice, putain, c'est con quand même, parce que sur le papier de base du grand Thibaut Nice, ça aurait été... Le truc, en fait, c'est que Lidl, je suis pas sûr qu'ils contrôlent toute l'étape, tu vois. Ils vont surtout essayer de contrôler si Jonathan Milan n'est pas à l'avant, tu vois. C'est un contrôle en fait plutôt par défaut que je vois. Mais les Alpecin peuvent obtenir de l'aide des Inter. Bon, il y en a quand même pas mal qui sont blessés, donc il y en a pas mal qui seront au garage. Et puis il y a l'interrogation des Visma. Que font les Visma avec Wout van Aert? Est-ce qu'on autorise Wout van Aert et on lui dit tu vas à l'attaque avec potentiellement un coéquipier, mais ce serait quand même assez dommage de se priver d'un Victor Campenas parce qu'il va falloir quand même étirer le peloton dans le final. Donc est-ce que en fait le double jeu des Visma, c'est pas de rouler pour l'étape pour Wout van Aert tout en s'assurant en fait un positionnement dans le final? Ça peut être très intéressant pour eux. Donc à partir du moment où t'aurais les Alpecin et les Visma Leaseback ensemble, là j'ai pas trop de doute sur l'issue du peloton. Maintenant, les Alpecin vont devoir voir et affiner. S'ils sont tout seuls à vouloir dès le départ, évidemment que Mathieu Van Der Poel sera sur l'attaque. Mais si les Lidl roulent pour aller jusqu'au sprint intermédiaire, donc qui contrôlent l'échappée, qui contrôlent l'étape, c'est pas un peu dangereux que Poggi prenne les 50 points à l'arrivée? Ah si, mais pour moi non, il le contrôle pas forcément pour aller au sprint intermédiaire, c'est surtout pour essayer que Milan soit à l'avant. C'est essayer de se rapprocher d'un groupe, le manger et puis après que ça reparte sur un moment de flottement et qu'on en profite. C'est surtout ça, c'est que Milan ne loupe pas la bonne. Que Milan joue Je vois, limite mettre Milan dans l'échappée, quoi. Ouais, le but c'est ça, mais quand est-ce que Milan est dans l'échappée? Sur les 25 premiers kilomètres, j'ai du mal à croire qu'on est déjà un groupe qui se forme. Et après, il y a cette première difficulté où, à mon sens, même si c'est court, il va reculer un peu, il sera pas en échappée. Et là, il y a un petit groupe qui peut déjà sortir. Donc, s'il y a un petit groupe qui est déjà sorti et que Milan n'est pas dedans, qu'est-ce que vont faire les Lidl Trek? Ils vont rouler pour essayer de maintenir un écart et que Milan soit dans le groupe de tête. C'est pour ça, en fait, c'est que je te dis, c'est une aide par défaut. Ils vont rouler par défaut parce que Milan ne sera pas devant. Maintenant, s'ils sont 3 devant avec Milan à l'intérieur, Milan, déjà, il va rouler pour aller faire son sprint. Mais admettons, ils réussissent à en mettre 4. Tu vois, t'as Skelmose, Nice et Jasper Stuyven. Et Milan. Et c'est l'échappée va au bout, sans réfléchir. Oui. Ouais. Donc c'est pas. Oui, mais c'est pour ça que c'est ouvert. C'est pour ça que c'est ouvert et c'est pour ça que je te dis qu'il y a un grand favori dans les deux scénarios, c'est Mathieu Van Der Poel. Il y a un grand, il y a un favori, il y a un favori dans les deux scénarios. Effectivement, c'est Mathieu Van Der Poel. Après, si ça part en échappée et s'il se retrouve à devoir accompagner les coups, là par contre, il peut se retrouver en infériorité numérique et ça peut être peut-être un petit peu plus emmerdant. Ça peut être un petit peu plus emmerdant pour MVDP. Mais et puis s'il part aussi dans un gros groupe, on va dire, si c'est un groupe de 25-30 coureurs qui part à l'avant, il va pas faire beaucoup plus d'efforts dans ce groupe-là que on va dire dans le peloton. Donc il y a un élément quand même à prendre en compte, même si j'ai du mal à y croire. Kevin Vauquelin, s'il est quand même un peu cramé, est-ce qu'il va à l'avant? Est-ce qu'il reste dans le peloton? Il est quand même assez proche de Ben Hill. Est-ce que c'est pas dans son intérêt d'essayer de tenter l'échappée pour essayer d'aller tenter un dernier shot maillot jaune? C'est possible. Et ça peut du tout te rajouter une autre équipe à rouler, à savoir les IF, si Kevin Vauquelin est sur l'offensive. Et là, j'ai peut-être un peu du mal à y croire. Mais faut pas éluder ce scénario d'un Kevin Vauquelin un peu sur l'attaque. Alors maintenant, est-ce que c'est la stratégie d'équipe? Est-ce qu'on essaye de voir comment ça va aller en montagne et prier pour que le débours ne soit pas énorme et revoir un peu sa copie après? Ça, c'est une autre interrogation. Mais Kevin Vauquelin, moi, honnêtement, j'y crois pas trop. Hein.
Mais je sais, À la on sait vue très des bien déclats de que Manu Hubert sur RMC oui, pendant que t'étais sur la soquette légère, j'y crois pas du tout au fait qu'il attaque oui, demain. puis même à Bistro Vélo, hein. Ouais. J'y crois pas non plus, mais pour moi ça aurait été bien. Ça aurait été bien Ah, de je le suis d'accord. tenter parce que honnêtement, on sait très bien qu'il risque d'exploser dès la montagne et c'est dommage en fait de se priver de ce petit shot si tu commences en plus à être à court physiquement. Parce que, enfin, Kevin Bauquelin, il est en forme depuis le Tour de Suisse. Il a visé une grosse forme pour essayer d'avoir le maillot jaune en première semaine sur un terrain qui lui convient. Il va arriver sur un terrain qui est beaucoup plus difficile pour lui. Il va perdre du temps. Il va potentiellement perdre énormément de temps et le top 10. Moi, je l'aurais joué autrement. Je comprends qu'on essaye de voir les limites de Kevin Bauquelin et qu'on profite un peu de son aura avant qu'il parte. Mais moi, je l'aurais joué autrement. Honnêtement, je l'aurais joué autrement et j'aurais tenté mon Vatou sur cette étape pour essayer d'avoir le maillot jaune. Ah mais ouais, non, oui, je l'aurais déjà tenté sur l'étape pas sur l'étape de mur De virer. Ouais, sur l'étape De de virer. Mur, évidemment. Là, il avait un Oui, spot. pareil. Mais bon, j'ai l'impression qu'en fait, Manu Hubert, j'ai l'impression que sa stratégie, c'est plutôt d'essayer de garder dans le jeu Kevin Vauquelin le plus longtemps possible. Voilà, je pense que l'idée au niveau du business est plutôt Mais c'est utopique. C'est utopique parce qu'on sait très bien il va se manger un tir en montagne. Malheureusement, c'est pas faire défaut aux qualités de Kevin Bauquelin. Mais Non, Kevin bien sûr. Bauquelin, Il le dit, Manu il a Hubert. pas. Il le dit, il dit il y a une interrogation en dessous de 2000 mètres. Non, il n'y a pas d'interrogation au-dessus de 2000 mètres. Kevin Vauquelin, c'est. On Voilà. l'a déjà vu en difficulté hier sur des cols qui étaient moins durs, qui étaient pas longs. Enfin là, ça va être. Là, il va y avoir une grosse claque derrière la tête. T'as calme techniquement. On va pas se mentir. Donc, enfin pour moi, c'est dommage de se priver de cet essai. Il y a quand même un truc à aller chercher, même si honnêtement, j'ai du mal à croire qu'il aille chercher un maillot jaune à Benilly. Mais faut tenter. Qui ne tente rien n'a rien et puis enfin c'est un baroud d'honneur, c'est une tentative et puis enfin tu te mets en avant, tu fais parler de toi, enfin il y a tout, il y a tout pour. Alors je vais sortir une dinguerie, Thibaut. Est-ce que alors tout à l'heure Johan Wouters a dit que du côté des IF ils allaient essayer de défendre le maillot jaune dignement. Est-ce que c'est pas un gros coup de bluff et Benilly, cette espèce de grand malade, est-ce qu'il serait pas capable de nous tenter la matinale ou tenter un move de loin parce que on sait que c'est un mec... Tu veux qu'il nous fasse une Greg Van Avermaet? Ouais, c'est un gars qui adore casser les codes du vélo et qui adore faire là où on s'y attend pas. Je pense que ils sont assez réalistes sur le fait que on le laissera pas sortir. Donc enfin il peut essayer hein, mais il va avoir la mort aux trousses derrière lui. Ouais, la mort aux trousses alias Tim Wellens. C'est monsieur là. Et pas que. Il va avoir un nombre d'équipes qui vont lui courir après. Non, enfin pour moi c'est utopique, c'est du rêve et c'est un fantasme. Vaudrait mieux si tu voulais miser sur une échappée, pas sur Benilly, mettre un Harry Sweeney qui était énorme l'autre jour. Mais l'équipe va être entièrement dévouée à la défense d'un maillot jaune parce qu'il n'a que 29 secondes sur Tadej Pogačar et on sait que si ça doit jouer en peloton, si une équipe de leaders est sur l'offensive, les 29 secondes elles peuvent se réduire à peau de chagrin, voire elles peuvent être très vite bouffées dans le final. Donc faut faire attention à ça. Tadej Pogačar, ce sera pas son jeu, mais est-ce que les Visma Leasebach n'en auraient pas envie qu'il récupère le maillot? Ouais. Alors même si Jonas a dit que ça pouvait être de temps en temps un petit tank pour essayer de forcer Pogačar à récupérer le maillot, mais il a dit que non. C'est pour ça que mais c'est pour ça que les Visma demain, ça peut aussi être un argument pour qu'ils roulent sur l'échappée et ils roulent de concert avec les Alpecin de Koenig parce qu'ils savent très bien que potentiellement ça va être un peu chiant. Mais Tadej Pogačar, il peut être explosif dans le final, il peut faire tout péter, il peut se barrer pour la victoire, il peut avoir des bonifications à la clé et récupérer ce maillot jaune. Totalement, Thibaut. Bon, Thibaut, ça va être l'heure de se mouiller, ça va être l'heure des pronostics. Alors, quel est ton prono pour cette 11e étape du Tour de France 2025 ? C'est un peu con parce que c'est une tendance échappée. Est-ce que je partirais pas sur la tendance du petit groupe qui malheureusement est maîtrisé et un peloton qui se décide la victoire, un truc explosif mais pas suffisamment, un petit comité qui revient sur des fuyards. Et un puncher sprinter qui s'impose, possible qu'une petite douzaine de coureurs se disputent la victoire. Et à ce petit jeu-là, je vais partir
sur un coureur qui peut le gagner s'il est sage, s'il est maîtrisé, s'il est intelligent dans son placement, et il nous a montré qu'il était fort. Tu le connais, c'est mon chouchou, Axel Laurence. Très bon, très très bon, Axel Laurence. Ok. Non, mais c'est vrai qu'en plus, alors c'est une étape qui lui correspond. Le seul petit truc qui me gêne sur Axel Laurence, c'est qu'il aime bien les formats un peu plus longs quand même. Tu vois, je trouve que l'étape est un petit peu courte, 156 bornes. Après, tout le reste correspond à ses qualités. Hein. Il peut être un peu trop entreprenant, tu vois. Faut qu'il reste sage, qu'il reste maîtrisé, qu'il se disperse pas et qu'il attende le sprint final. Il suit les moves. Il en fait pas plus que les autres. Si ça doit se décider en échappée, il faut qu'il marque Mathieu Van Der Poel. Quand il est devant, si jamais la Lidl Trek chasse, faut qu'il en fasse moins que les autres. Faut qu'il soit accompagné d'un coéquipier, que son coéquipier fasse la plus grosse partie du travail. Lui, il se planque. Il surveille les mouvements et puis surtout il attend des trèfles au sprint. Il a toutes les qualités requises pour aller s'imposer sur un sprint comme ça. En petit comité, il a la vitesse, il a l'explosivité, il a le punch. Faut qu'il mise, faut qu'il soit intelligent dans son placement et surtout intelligent dans son timing. Bah, c'est vrai que si il coche les deux cases, hein. Il coche mais moi je pense qu'il faut aller sur des coureurs un peu comme ça, coureurs qui cochent à la fois le GC Day et à la fois le pic échappé, parce que le GC Day, si les quatre se retrouvent devant Poggi, Van Der Poel, Remco et Jonas, potentiellement il y en a un qui peut ne pas rouler et ça peut laisser il y a la des chance. retours de l'arrière. Honnêtement, pour moi, il y a si c'est comme ça, de toute façon, dans tous les cas, il y aura marquage, il y aura des retours de l'arrière, parce que on l'emmènera pas, le poissonnier, sur un billard, et on va lui dire, écoute, tu nous le fais à chaque fois, et moi, ça me dérange pas que ça revienne de l'arrière, je la gagnerai pas, il y a pas de souci, j'ai déjà gagné une étape, que ce soit comme Remco, comme Tadej Pogačar, et rendez-vous en montagne, tu vas voir, je vais te la redonner. C'est bien possible. Alors après, attention, sur ce scénario-là, si jamais Remco prend 2 mètres, tu vois, en bas de la descente, s'il prend 2 mètres derrière et que ça se regarde l'espace de 3 secondes. Attention à la descente, entre Poggi et Jonas. Ouais. Alors c'est vrai que Remco, c'est pas non plus le meilleur descendeur du monde, mais. Non, mais elle est pas si technique. Elle est très courte, elle est pas si technique. D'accord. Mais, faut faire quand même attention. Il y a quelques rétrécissements et quelques courbes enfin, notamment la dernière, où t'arrives entre deux haies, tu vois. Et t'as pas de visuel. Donc les haies, j'ai pas de doute, va y avoir des coussins sur le côté, parce que si t'arrives trop large, tu finis. Je t'écoute, t'en fais pas. Ouais. Donc non, c'est pas évident, des coureurs qui peuvent cocher les deux cartes. Romain Grégoire pour le top 10, ça paraît à mon avis la cote va être fracassée. Ça paraît assez évident. Alors des équipes également qui ont rien à jouer au classement général, qui peuvent tenter la carte de la supériorité numérique dans l'échappée. Moi franchement, je vais pas jouer un truc pour jouer un truc. Il y a des noms qui me plaisent, et je pense aussi que c'est une étape dans laquelle on va commencer à voir apparaître des mecs qu'on n'a pas vu du tout depuis le début du Tour de France. On n'arrive pas encore au théorème Nicolas Fritsch, à savoir que les mecs qu'on va voir devant sont les plus forts. Pourquoi ? Parce que c'est les plus forts, tout simplement. Ça, on va attendre la fin de semaine. Tu penses que son théorème est moins valable ces derniers temps ? Non, c'est pas ça. C'est des amis qui le soulignaient. Je vais aller chercher. Il y a juste à voir le listing, en fait, des vainqueurs d'étapes, là. Enfin, on peut aller sur des trucs fantasques, aller pour une potentielle place, mais quels sont les coureurs qui se sont imposés jusqu'à présent? On a eu Remco Evenepoel, Tadej Pogačar, Milan, Merlier, Yates, Ben Illy. C'est des coureurs de classe mondiale. Donc moi, je veux bien qu'il y ait des coureurs qui se soient pas montrés, mais s'ils se sont pas montrés, faut que ce soit des coureurs d'une classe supérieure et d'un standing élevé pour aller s'imposer. Un mec comme Magnus Cort, c'est le spécialiste, hein, tu le vois jamais sur la première semaine. Et Oui, de sa récupération, on sait qu'il a été malade en début de tour, il disait qu'il commençait à se sentir mieux. C'est une étape qui lui correspond, mais est-ce qu'il sera suffisamment en forme physiquement? C'est la question du côté de Magnus Cort Nielsen. Arnaud Delis, on l'a déjà vu depuis le début du tour, hein, mais cette étape-là, si on avait du Arnaud Delis à son prime, il serait dans les 3 favoris. Hein. Maintenant, est-ce qu'on... Je sais pas si c'est pas un peu dur pour lui. Hein. Ouais, mais quand il fait
Ah, c'est vrai que les côtes au Québec, quand il suivait Pogacar, c'était quand même beaucoup plus facile. Après, Là, il y a l'amorce, hein. Il y a l'amorce qui va être extrêmement rapide. Va falloir être positionné en tête dans les premiers. Et on sait, on connaît à peu près les positions de tête, hein. Donc, un coureur comme Dely, il va être extrêmement reculé, hein. Pour moi, c'est game over d'entrée, hein. c'est vrai que, c'est vrai qu'Arnaud Dely. Il faudrait qu'il soit devant. Ouais. C'est pas souvent le mec qui se place le mieux non plus. Et après, voilà, je me dis aussi sur un pic échappé, moi je pense que les Astana, cette étape-là, ils l'ont forcément coché. Et ils ont coché toutes les étapes et on les a pas vus. Higuita, Velasco. C'est vrai qu'on n'est pas sur on est sur des bons coureurs, mais c'est un standing un petit peu moindre que ce que tu as expliqué tout à l'heure. Moi, je me pose vraiment la question du côté de la Groupama. Tu vois, Papache, il me plaît vraiment bien pour un top 10. Mais est-ce que Papache, qui est à domicile, est-ce qu'on va jouer sur plusieurs cartes du côté de la Groupama ou est-ce qu'on va aller comme au championnat de France en se disant cette étape, aller tailler Romain Grégoire, on met l'équipe entièrement derrière Romain Grégoire? Ouais, c'est la question. Leur meilleure carte, c'est potentiellement Romain Grégoire, mais il faudrait jouer sur plusieurs plans et notamment Papache. Est-ce que Papache en fait est dévolu entièrement à entourer Romain Grégoire et profiter un peu de sa science locale, ou est-ce que tu laisses une opportunité à Papache, genre Romain Grégoire vraiment tu lui dis de rester là, de regarder Mathieu Van Der Poel, tu te projettes à l'avant s'il y va. Sinon, tu restes dans le peloton et pour l'échapper, Papache, peu importe les conditions, tu lui donnes l'autorisation. C'est la question. Totalement, Thibaut. Bah écoute, moi je vais rester en fantaisie sur cette étape-là. Vraiment, il y a des mecs que je mettrais dans ma ligue sur Side Limit. Je pense que je mettrais du Romain Grégoire. Je pense qu'il y aura du Mathieu Van Der Poel. Également, je vais pas trop toucher aux coureurs du classement général parce qu'on peut les utiliser que 5 fois sur le Tour de France, sur la ligue Side Limit, sur la ligue des courses au quotidien. Donc voilà, je vais me contenter de rester en fantasy. Effectivement, Axel Laurent, c'est aussi une belle carte pour cette étape. Je prendrai rien au niveau betting. Simplement au niveau betting, je vais rajouter un PLT par rapport à tous les PLT qu'on a pris depuis le début. Le maillot des grimpeurs pour Mathias Kelmose, qui a dit qu'il en faisait un objectif clair, net et précis à partir de maintenant. La cote, elle est à 23. Ouais, il l'avait sous-entendu en début avant le tour, où il avait dit qu'il lâcherait du temps et que le maillot, il le visait. Bon, il avait un peu revu ses plans à la baisse, de faire plein différemment vu qu'il était placé au GC. Et là, la claque qu'il a prise fait que il va y aller après. Honnêtement, ce sera compliqué, hein. Ouais, mais vraiment le trou est pas fait, hein. Et puis Lenny, on va quand même en parler un petit peu, Thibaut, hein. Nous on l'adore Lenny, hein, voilà, hein, c'est pas mais je pense qu'en France il va échapper un petit peu aux critiques, mais il y a quand même un petit côté suceur de roue et ça je pense que ça va commencer à se voir, non? Ça se sait déjà, il y a pas mal de Français qui le soulignent, hein. Ça fait partie des coureurs qu'on va catégoriser dans la catégorie entre guillemets malin, mais honnêtement c'est pas un style que j'aime. Après, je suis aux antipodes de ce genre de coureur, et si je dois en donner un peu, je tends la main et on va me prendre le bras, tu vois. Donc c'est totalement différent. Si j'étais avec Lenny, c'est le mec qui profiterait de moi et allègrement. Mais non, c'est pas ma philosophie de course, et j'aime absolument pas ce genre de coureur qui est beaucoup trop calculateur. Ah, ouais, ça pourrait être malin, il est malin, mais après ça fait partie du vélo, hein. Pour moi, une des plus belles courses que j'avais vues, c'était Jérôme Cousin contre Nils Politt. C'était génial. Ah oui. Voilà, mais bon, là c'était pas j'en fais moins que celui qui en fait le moins, c'était vraiment un coup de bluff, écoute gros, je suis mort, j'en peux plus. Donc c'est d'ailleurs Thomas Voeckler qui racontait une fois dans une interview que des fois de temps en temps à l'oreillette, quand il avait pas envie de rouler dans une échappée, il faisait semblant de s'embrouiller avec son directeur sportif. Genre il est dans une échappée, il veut pas rouler, puis d'un seul coup, ah putain, tu fais chier quoi, t'es chiant, merde, putain, bah vas-y, je suis désolé, il veut pas que je roule. Ça c'est, tu vois, ça j'aime bien ça. Ah bah de toute façon, Lenny est aussi calculateur qu'un Storer, on va pas se mentir, hein. Storer est dans la même catégorie, hein. Tu le vois pas beaucoup rouler, et quand il roule avec toi, tu vas faire 80% des relais, il va t'en passer 20.
tu vas passer sur tes 80%, tu vas pas mal appuyer. Lui, il va appuyer vraiment le minimum. Hein. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que Quinn Simons lui a gueulé dessus. À un moment, lui a foutu une praline. Hein. Je dirais, hein. C'est parce que cette horreur, c'est pas le meilleur coureur pour espérer faire le jump. Hein. Parce que lui, il va calculer ses coups, il va attendre que tu t'épuises. Et puis une fois que tu vas être épuisé, une fois que tu vas être revenu à quelques encablures de devant, putain, il va t'en foutre une. Allez, terminé, bonsoir. Toi, au revoir, je me suis débarrassé, j'ai fait le jump et on se revoit à l'arrivée. Ok, parfait. Thibaut, merci pour ces éclairages. Donc, on rappelle ton pronostic pour cette étape. La victoire de quelqu'un qui va me foutre en garde à vue pour nudité sur la place publique, à savoir Axel Laurence. J'ai perdu mon compte Twitter pour lui. Je peux perdre ma dignité aussi pour lui. Ah ouais, on va rappeler quand même l'histoire. Hein. Tu avais fait une propagande sur Milan-San Remo 2024. C'était quoi avec la SNCF ? Ouais, j'avais dit qu'il fallait monter dans le train à bord. J'avais fait un petit texte version chef de gare avec un petit tableau à destination de San Remo pour monter dans le train Axel Laurence. Je m'étais renommé SNCF avec une petite PP SNCF juste pour rigoler. La rigolade a été de courte durée vu que le compte a sauté au bout d'une heure. Ouais. Alors que je comptais le changer juste après. Mais bon, je l'ai cherché, j'avoue. Mais c'était drôle. Ouais, mais bon, c'était de l'humour. Et puis en plus, il y avait rien de dégradant pour la SNCF. Au contraire, c'était de la pub. Donc, je pense que c'est un bot qui t'a simplement sorti ton compte à ce moment-là. Hein, je pense. Évidemment. Ah non, tu pensais à la SNCF qui a vraiment... Ouais, oui. Non, c'est du bot. Pas grave, c'est qu'un compte Twitter. Hein, vaut mieux faire des blagues comme ça, en rigoler plus tard. Ça fait une histoire à raconter. Que de le pleurer. Moi, honnêtement, j'aurais bien rigolé sur ce passage. J'ai fait ma petite vanne, ça a été drôle. Et puis, le mieux. Et puis je l'ai régalé. J'ai régalé Axel sur les réseaux. Voilà. C'est tout ce qu'il faut. Voilà, ce que j'allais dire, c'est quand Louis Pierre s'est pointé devant lui au matin de Milan-San Remo et qu'il lui a parlé, là, il y a une propagande. Axel Laurence, il a eu un petit sourire, genre, je suis au courant, quoi. Donc, il m'avait fait une dédie à l'arrivée sur son tweet où il avait pris il y avait une vidéo de lui sur son travail et il avait salué la propagande. Moi j'adore. De toute façon, dans tous les cas, à partir du moment où tu fais plaisir aux coureurs sur les réseaux, c'est l'essentiel. Sur les réseaux ou sur les bords des routes, allez les faire chier, les insulter, tellement puéril. Vaut mieux prendre son kiff et les faire kiffer. Ah oui, si c'est pour les faire chier, autant rester à la maison et. Regarde, Kevin Vauquelin. Ouais. Kevin Vauquelin, il a vécu sa meilleure vie en voyant sa putain de gueule sur une montgolfière. Ça, c'est beau. Bah oui, non mais c'est ça. Ouais. On est entièrement d'accord, Thibaut. Merci beaucoup, Thibaut, pour ce coup tordu. Donc je rappelle ta preview sur le site Vélo Futé. Donc ton nouveau compte Twitter qui lui marche très très bien. Thibaut Chambre, ton compte X, ton compte Twitter, celui d'Enzo Analyste Phoenix. Sa preview sur le site The Big Gear, les réseaux sociaux du coup tordu, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok où vous êtes désormais plus de 10 000. Et on se retrouvera demain pour l'analyse de la 12e étape. Ciao à tous et ciao Thibaut. Ouais, ciao.